S'atteler à la tâche. Point 80. Au buffet de l'hôtel, Louise Hay a pris 3 saucisses qu'elle a posées à côté d'une copieuse portion d'œufs brouillés, avec précisément 3 pruneaux. Elle mange tout à tour de rôle. Saucisse, œufs, pruneaux. Saucisse, œufs, pruneaux. Entre deux bouchées, elle me tient la main et nous parlons. Tout cela me plaît. J'ai envoyé un mail directement à Louise pour lui demander si nous pouvions nous rencontrer lors de sa tournée de conférences en Australie. Je vivais au nord, dans la forêt, gagnant ma vie en interviewant des personnes connues pour réfléchir sur les moyens d'améliorer notre vie. C'est drôle. J'ai parlé à des dizaines de célébrités au fil des ans. Je les ai toutes jointes directement par mail. Aucune n'a jamais refusé. Quand je rencontre Louise Hay, elle a près de 85 ans. Elle a guéri d'un cancer il y a un peu plus de la moitié de sa vie, en continuant à mener une vie extraordinaire, en travaillant avec les malades du sida dans les années 1980 et en écrivant Transformer votre vie en 1984, qui s'est vendu à plus de 50 millions d'exemplaires. Elle a également fondé la maison d'édition Louise Hay Publishing, qui publie le travail de la plupart des grands noms dans ce domaine, Deepak Chopra, Wayne Dyer, Doreen Virtue, Gabrielle Bernstein et d'autres. Elle a traversé des moments difficiles, mais son succès et sa guérison du cancer ne sont dus à rien de très extraordinaire, me dit-elle. Elle a simplement fait beaucoup de petits pas dans la bonne direction. Je lui parle de mon mantra pour muscler le cerveau et la façon dont je me suis soignée en développant des habitudes plus saines et plus satisfaisantes, en changeant de petites choses pas après pas. Elle tapote ma main à la manière d'une grand-mère. « Oui, me dit-elle, je réponds au téléphone et j'ouvre mon courrier. » Ce qui signifie qu'elle se lève tous les jours et fait ce qu'elle a à faire. Elle choisit. Puis, elle s'attelle à sa tâche. Avec le temps, la vie l'emmène là où elle doit être. Vous incarnez une réussite fulgurante en 40 ans, dis-je. Elle rit avant de répondre. Tous ceux qui pensent pouvoir guérir sans faire ce qu'il faut pour n'ont rien compris. Point 81. Asseyons-nous tous maintenant et parlons de ce parcours fou. C'est vrai, on peut lire ce livre et s'enflammer à l'idée de rendre joli son monstre d'anxiété. On peut aussi retrousser ses manches et s'atteler à la tâche. Franchement, si vous avez lu ce livre jusqu'ici, vous n'avez pas vraiment le choix. Vous êtes déjà sur la voie. Vous devez vous atteler à la tâche. Et à ce stade, vous savez qu'il n'y a pas de raccourci, que personne ne peut le faire à votre place. Pour guérir, nous devons nous frayer notre propre chemin au milieu de tout cela. Il en va de notre responsabilité. Je parlais déjà de cela sur un blog en 2013. Voici un extrait. D'après mon expérience, vivre avec un esprit instable, c'est comme devoir porter toute sa vie un grand bol d'eau empli jusqu'à ras-bord. Il faut avancer super prudemment pour ne pas en renverser. Il faut donc apprendre à marcher lentement mais sûrement et être conscient du moindre mouvement autour de soi, prêt à corriger tantôt un léger déséquilibre, tantôt une inclinaison vers la gauche. C'est ainsi. Vivre de cette manière requiert de la vigilance et une mise au point constante. Si on néglige cela et qu'on chancelle, l'eau se renverse. Et si on ne se ressaisit pas suffisamment vite, l'eau continue à gicler et le bol se vide. Et pour filer la métaphore, cela signifie qu'il faut retourner à la source pour le remplir, ce qui est fatigant, très fatigant. Je continue sur ma lancée. Porter le bol sans le renverser implique de marcher droit, ce qui signifie
qu'il y a des scénarios, des milieux et des gens qui ne sont pas propices à votre cheminement. Trop de chaos, de secousses ou d'instabilité ou de malhonnêteté. Personnellement, je ne peux pas passer mes soirées dans des bars et j'ai du mal à côtoyer des gens qui brûlent la chandelle par les deux bouts. Ne me mettez pas à côté de gens qui ont pris de la cocaïne. Leur énergie frénétique me traîne sur les plus caouteux des chemins. Je dis cela avec la ferveur des gens qui ne se droguent pas. La cocaïne est incompatible avec les personnes qui marchent sur le chemin de la vérité. Je ne dis pas la même chose des autres drogues, le sucre mis à part. Je fais remarquer que porter notre bol droit est une responsabilité. Nous devons nous y employer. Nous devons rester vigilants en travaillant sur notre stabilité afin de transporter notre bol sans nous éclabousser, ni, et c'est peut-être le plus important, éclabousser nos proches. J'ai conclu le poste par ces mots qui reflètent bien ma situation de l'époque. C'est vrai, je suis fatiguée d'éclabousser mes proches. Si vous êtes comme moi, hyper vigilant, hyper responsable, sensible à une cause, vous trouverez sans doute que c'est un appel aux armes utiles. Et si vous êtes comme moi, tout ce qui consiste à aider les autres plutôt que vous-même doit vous motiver et vous éclairer. C'est le cas? Bien. Maintenant, mettez-vous au travail. Point 82. Quand il y a le feu, on ne se met pas à enquêter, à interroger les badauds, à chercher à comprendre comment le feu a pris. On appelle les pompiers le plus vite possible. C'est la même chose pour l'anxiété. Quand on est anxieux, et en particulier quand on est pris dans une spirale d'anxiété ou une crise de panique, on fait face. Une fois que la crise est passée, c'est là qu'il faut se mettre au travail, se poser des questions, mais aussi développer sa résistance, son courage et son muscle par le biais de multiples petits pas dans la bonne direction afin de prévenir de futurs incendies. Comme me l'a dit tout à l'heure l'autrice canadienne Danielle Laporte au téléphone, il faut anticiper, se préparer. Bien sûr, c'est difficile à faire une fois que les flammes sont maîtrisées et que l'urgence est passée. On préfère reprendre le cours de sa vie, mais comme je le dis souvent dans ce cas-là, c'est peut-être difficile, mais pas impossible. En retroussant ses manches et en se concentrant, ce qui est difficile est tout à fait faisable. De plus, il en va de votre responsabilité de vous atteler à cette tâche si vous êtes quelqu'un dont l'anxiété s'enflamme régulièrement. Point 83. Gabrielle Bernstein est l'une des auteurs publiées par Louise Hay. Elle m'a été présentée par une amie de Londres, Louise, qui avait suivi mon programme de Wiseman. Gabi a arrêté le sucre toute seule il y a 3 ans, dans le but de soigner une candidose. Elle y a gagné en clarté d'esprit. Cela l'a aidée dans son travail thérapeutique, personnel et professionnel. Elle a raconté son histoire en ligne. Nous sommes devenus amis sur Internet, comme Louise et moi, qui nous sommes rencontrés à Primohossil 1 an après notre premier contact en ligne. Quand je me suis rendue aux États-Unis pour la promotion de la première édition de mon livre « C'est décidé, j'arrête le sucre », Gabi et moi avions prévu, par le biais d'échanges de mails en rafale, de nous retrouver pour dîner ensemble. À mon arrivée à New York, je suis allée donner la première d'une douzaine d'interviews télévisées. J'ai soudain entendu une voix haut perchée. « Oh mon Dieu, Sarah Wilson est là !» et vu Gabi surgir, tout en bracelet et soie ornée de pierres. Elle lançait son livre dans la même émission, à la même heure, le jour où nous devions dîner ensemble. Elle venait de voir mon nom sur le planning. Gab a adoré cette synchronicité, et moi aussi. Nous sommes allés, nos coiffures et maquillages de plateau complètement défaits, chez
Angelica Kitchen, un petit resto végétalien de l'East Village, dans lequel elle avait réservé une table. Elle m'a expliqué qu'elle était une obsédée du contrôle et pouvait vite craquer. Elle n'est pas vraiment zen, mais elle maintient le cap à sa façon, en faisant de petits pas dans la bonne direction, semble-t-il. Elle m'a beaucoup parlé de son mode de vie, notamment de la prière et du yoga. Ce qui compte pour elle, c'est d'y aller. Elle estime que 90% du succès consiste simplement à y aller. Certains jours, elle n'est pas en forme, mais elle s'efforce tout de même d'assister à son cours de yoga, d'allumer son ordinateur le matin, de dire oui quand on la sollicite. Quand on en est là, sur son tapis de yoga à son bureau, on a parcouru une bonne partie du chemin. J'acquiesce, et aujourd'hui encore, je suis tout à fait d'accord. Je n'ai pas choisi la manière la plus facile d'affronter mon anxiété. Tracer mon chemin est intimidant à chaque pas. Je suis constamment tentée de m'agripper à des choses extérieures. Une nouvelle dose, un nouveau gourou. Sa franchise de juive new-yorkaise m'a séduite, par exemple. Mais je sais que ce qu'il me faut, c'est faire le premier pas sur mon propre chemin, m'engager, y aller. Les autres pas suivront. C'est comme quand je dois me motiver pour faire du sport quand l'inflammation ou l'anxiété se déclenche et que rien que le fait d'imaginer sortir de la maison me fait mal. Il est avéré que bouger en douceur est bénéfique. Pour l'une comme pour l'autre, je le sais. Il faut que je m'attelle à cette tâche, malgré la douleur. Alors je mets mes baskets, je sors et je m'y tiens, même s'il ne s'agit que de faire le tour du pâté de maison en un quart d'heure. Cela dit, dès que je me mets à marcher, je trouve, la plupart du temps, tout le temps, en fait, que la douleur et le brouillard s'estompent et que j'ai envie de continuer, avec un peu plus d'entrain dans les jambes. Le fait d'y aller me donne l'élan nécessaire pour continuer à avancer. Vous le savez, c'est ainsi que fonctionnent la plupart des choses. Je ne suis plus vraiment stressée par les conséquences d'une nuit d'insomnie, même quand j'ai une émission de télévision le lendemain matin, quelques heures plus tard en fait. Je sais aujourd'hui que, tant que je me présente sur le plateau, le reste suivra. 20 minutes de méditation dans le parc, en allant au studio, me met à peu près dans le bon état d'esprit. Il en a été de même quand j'ai arrêté le sucre. C'était en janvier 2011 et je m'étais simplement engagée à tenter pendant 2 semaines plutôt que de m'engager pour toute la vie. Ce modeste objectif m'a permis de m'y tenir. Mais une fois que je l'ai atteint, j'ai trouvé que j'étais en forme, que ma peau avait changé. À la fois mes boutons et mes rides s'étaient atténués, ce qui se produit en 10 à 14 jours pour la plupart des gens. Ce résultat m'a incité de façon parfaite et fluide à poursuivre. Je me serais dérobée, comme l'auraient fait à ma place les millions de personnes qui ont suivi le programme depuis, si je ne m'étais mise d'emblée dans la tête qu'il fallait que j'arrête définitivement de manger du sucre. Allez-y, commencez. Le reste suivra. Point 84. C'est vrai, c'est dur. Mais pour reprendre les mots de F. Scott Fitzgerald, qui adore se flageller, tout ce qui est bon est difficile. Et c'est vrai, sortir tout seul et faire ce genre de travail prend du temps. Mais ce qui est bon n'arrive pas non plus du jour au lendemain. J'insiste sur ce point car je sais que le temps requis pour établir de bonnes habitudes qui vous permettent de vivre au mieux avec votre anxiété peut être un facteur de découragement. Une pilule, un nouveau livre de développement personnel promettent d'agir plus efficacement. Je le comprends. Je suis moi-même terriblement impatiente. Je vibre d'impatience. Aussi, mon propre parcours a-t-il impliqué que je me penche sur la valeur du temps que l'on accorde aux choses.
est-il nécessaire? Y a-t-il des raccourcis? J'ai découvert que Bruce Springsteen avait mis 6 mois pour enregistrer Born to Run. Il a fallu plus de 5 ans à Leonard Cohen pour écrire Alléluia, qui est sans doute l'une des créations lyriques les plus parfaites de tous les temps. Le musicien australien Paul Kelly a passé 7 ans à fignoler To Her Door. J'ai parlé récemment à l'autrice australienne multiprimée Kate Grenville, qui a fait 18 ébauches avant la version définitive de son œuvre magnifique, Le fleuve secret. Tout en découvrant ces tortues créatives, j'ai pris conscience qu'il me fallait à moi aussi plus de temps qu'à la plupart des gens pour faire ce qui me tient à cœur. Il m'a fallu 7 ans et demi pour obtenir mon diplôme en art, 2 tentatives pour écrire ce livre. J'étais arrivée à 60 000 mots pour la première version il y a 4 ans que j'ai jeté. 2 années dans la jungle professionnelle après les expériences de la trentaine dans un magazine et à la télévision pour savoir ce que j'allais faire ensuite, et environ 18 mois à distribuer gratuitement mon programme pour arrêter le sucre avant d'oser le vendre. Et ce cheminement, en compagnie de mon anxiété, il a fallu que pendant 15 à 30 ans, selon le poids de départ que je choisis, je m'implique jour après jour pour en arriver à le considérer comme une belle chose. Point 85. Quand je vivais dans le nord, dans la forêt, j'allais parfois déjeuner chez mon amie Annie le dimanche. Je faisais en sorte de pouvoir écouter l'émission d'Ira Glass, This American Life, à la radio, dans la voiture. Si vous n'avez jamais écouté ces interviews sinueuses et fantasques, vous devriez le faire. C'est un créatif cérébral et sensible qui emmène le collectif dans des endroits de notre expérience commune que nous avons tendance à éviter ou que nous avons du mal à comprendre et à exprimer. Bien entendu, j'ai fait une recherche approfondie sur lui et j'ai trouvé ce passage cité dans une interview. Il y est question de travail créatif. Mais j'ai la sensation que les difficultés que pose la créativité ne sont pas différentes de celles auxquelles nous, les anxieux, faisons face. Voici le passage. Personne ne dit cela aux gens qui débutent. J'aurais aimé que quelqu'un me l'explique. Tous ceux d'entre nous qui font un travail créatif le font parce qu'ils ont bon goût. Mais il y a un fossé. Au cours des 2 premières années, vous produisez des choses qui ne sont pas si bonnes. Elles essayent de l'être, elles ont un potentiel, mais elles ne le sont pas. Mais votre goût, l'élément qui vous a incité à entrer dans le jeu, est toujours au top. Et c'est la raison pour laquelle votre travail vous déçoit. Beaucoup de gens ne vont pas au-delà de cette phase, ils abandonnent. La plupart des personnes que je connais et qui font un travail créatif intéressant sont passées par des années de ce type. Nous savons que notre travail n'a pas ce cachet particulier que nous voulons qu'il ait. Nous passons tous par là. Et si vous venez de commencer, ou si vous êtes encore dans cette phase, sachez que c'est normal et que la chose la plus importante que vous puissiez faire est de travailler sans relâche. Ce n'est qu'en accomplissant un énorme travail que vous comblerez ce fossé et que votre travail sera à la hauteur de vos ambitions. J'ai mis plus longtemps que tous les gens que j'ai rencontrés à comprendre comment y parvenir. Cela prend du temps. C'est normal que cela prenne du temps. Il faut simplement se démener pour y arriver. Point 86. Anaïs Nin écrit que l'anxiété peut tuer l'amour. Cela donne l'impression qu'un homme en train de se noyer s'accroche à vous. Vous avez envie de le sauver, mais vous savez que dans sa panique, il va vous étrangler. C'est tout à fait ça. Je vois, dans le regard des autres, que je suis en train de sombrer dans l'une de mes spirales. Je sais que de nombreux proches vers lesquels je me tourne, ou qui m'ont vu dans cet état, ont dû s'écarter de moi
et nager plus loin pour s'occuper d'eux, me laissant couler. J'ai toujours redouté qu'ils pensent que j'allais les étrangler émotionnellement avec ma complexité. Alors en général, je les congédie moi-même. Cela dit, quand je me mets au travail, il arrive parfois que mon anxiété contribue à déployer l'amour au lieu de le tuer. L'anxiété peut donc être ce qui nous pousse à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Quand on y travaille, quand on creuse, quand on l'accueille, l'anxiété peut nous rendre vulnérables, sensibles et ouverts, et vraiment authentiques. Quand je suis anxieuse, mes penchants autodestructeurs me font me détacher du monde. Je suis très douée pour m'éloigner des gens qui m'entourent et aller me cacher jusqu'à ce que je me trouve à nouveau fréquentable. Après ma première crise de panique à l'adolescence, et en réaction à la boulimie qui avait pris des proportions incontrôlables, je suis partie en Europe et j'ai disparu de la circulation pendant 1 an. De même, vivre 1 an et demi dans le cabanon dans la forêt a été une manière de m'éloigner des autres. J'ai quitté de nouvelles relations, j'ai évité les relations pendant plusieurs années de suite, et j'annonce régulièrement que je vais travailler chez moi quand je sens que je suis excessive pour mes employés. Je me convainc que je fais cela pour eux. J'ai consacré une partie de mon parcours à résister à cette fuite. Je me suis entraînée à parler de mon problème à mes compagnons et à mes amis proches, et même à des personnes que je ne connais pas très bien. Dans ces moments-là, j'ai l'impression d'être toute nue sous une tempête de neige. J'explique franchement à mes nouveaux compagnons mes manies ridicules autour de mon coucher. Je me sens vraiment exposée, vulnérable, sans blague. Qui se scotche la bouche tous les soirs? Mais justement, être vulnérable est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un qu'on aime. Brené Brown l'exprime ainsi. Être vulnérable, c'est dire «je t'aime» le premier. C'est faire une chose pour laquelle il n'existe aucune garantie. C'est vouloir s'investir dans une relation qui peut fonctionner ou pas. Et c'est rester pour parler franchement. Quand on le fait, on offre un magnifique espace à la personne qu'on aime, ou qu'on va peut-être aimer, dans lequel elle pourra être la meilleure version d'elle-même. À présent, je parle de mes névroses à mes frères et à ma sœur. Je suis la grande sœur pleine de ressources qui a toujours résolu les problèmes des autres. Or, cette dynamique s'est modifiée ces dernières années. À Noël, quand on se cotise pour louer un vieux chalet en pin sur la côte plutôt que d'acheter des cadeaux pour tout le monde, ils attendent que j'arrive pour me laisser choisir ma chambre, la moins brillante avec le moins de vibrations provenant de la cuisine ou du chauffe-eau. Ils n'en font pas toute une histoire. Je les adore pour cela. Prenez soin de votre ventre. L'anxiété nous rend délicats. Le fait que la réaction au stress, fuir ou se battre, soit déclenchée en permanence, libère un tas de cortisol dans l'organisme qui, entre autres choses, ralentit les systèmes digestifs et reproductifs. D'où le nombre élevé de femmes anxieuses souffrant du syndrome des ovaires polykystiques et de problèmes de fertilité, ainsi que d'affections liées à l'intestin comme le ballonnement, la digestion, les brûlures d'estomac, la diarrhée et la constipation, et parfois tout cela en même temps. Un taux élevé de cortisol inhibe aussi l'absorption des nutriments essentiels, notamment au fonctionnement du cerveau, comme les vitamines du groupe B, les oméga 3, le zinc, le fer et le magnésium. De plus, l'anxiété fait grossir et diminue la densité osseuse, ce qui peut engendrer de l'ostéoporose. Oh, et aussi, l'inflammation associée à l'anxiété a une conséquence ignoble. Les maladies métaboliques dites modernes, telles que l'obésité, le diabète du type 2 et la cardiopathie, sont toutes liées à l'inflammation, ce qui explique leur incidence plus élevée chez les personnes souffrant de troubles anxieux.
L'anxiété peut déclencher tous ces troubles. Mais la réciproque est vraie. Une mauvaise hygiène de vie peut générer l'anxiété. Comment réguler tout cela? La méditation est efficace, de même que la marche, de même que prendre soin de son ventre en appliquant notamment ces conseils. Arrêter le sucre. Quand on est stressé, on a des envies irrépressibles de sucre. Le glucose est la source d'énergie préférée de l'organisme. Mais une consommation excessive déclenche une cascade de réactions chimiques qui favorisent l'inflammation chronique. Le sucre esquinte aussi l'équilibre de la flore intestinale qui, comme nous l'avons vu, joue un rôle essentiel dans la santé du système immunitaire et peut affecter directement la santé mentale. Donc, il faut vraiment diminuer le sucre dans votre alimentation et consommer moins que les 6 à 9 cuillères à café recommandées par l'OMS. C'est ce que je fais pour combattre la thyroïdite de Hashimoto. On vient juste de faire le lien entre le trouble bipolaire et un taux d'acide urique élevé. Le sucre, en particulier le fructose, inhibe l'excrétion de l'acide urique. Selon une étude de l'université de Bâle en Suisse, une alimentation pauvre en sucre améliore les symptômes chez les personnes bipolaires. Manger de vrais aliments, c'est-à-dire à peu près tout ce qui ne sort pas d'un paquet. Ce qui revient à dire arrêter le sucre. Quand on arrête de consommer du sucre, on arrête de manger de la nourriture industrielle, puisque plus de 80% des aliments transformés contiennent des sucres ajoutés. Une étude, publiée dans le journal américain de psychiatrie, a démontré qu'une alimentation composée de légumes, fruits, viande, poissons et céréales complètes faisait diminuer l'anxiété. Selon une autre étude, l'association nourriture industrielle stress, une combinaison plutôt répandue, est particulièrement explosive, notamment chez les femmes. L'impact sur la santé, tout marqueur confondu, de la consommation d'aliments industriels est plus bas chez les femmes peu stressées que chez les femmes anxieuses. Manger 5 à 9 portions de légumes et de fruits par jour. Il y a quelque temps, lors d'une expérimentation auprès de jeunes souffrant d'anxiété, on a observé que ceux qui avaient mangé davantage de légumes verts avaient vu leur anxiété diminuer. Il est tout à fait possible de manger 9 portions de fruits et légumes par jour, en prenant 3 portions à chacun des repas, auxquels on ajoute un peu de protéines, de lipides et de glucides. Pour y arriver, je mange des légumes même au petit déjeuner. Manger des yaourts et des aliments fermentés. Je ne fais pas ma choucroute moi-même parce que ça fait bien sur les réseaux sociaux. Je la fais parce qu'il est prouvé que les aliments riches en probiotiques sont bons pour la santé de mes intestins. Prenez des compléments alimentaires. Je ne vais pas m'attarder sur ce point si ce n'est pour vous suggérer d'aller voir un bon praticien de médecine holistique, nutritionniste ou naturopathe, possédant une approche saine de l'endocrinologie qui puisse vous faire des examens et vous conseiller sur vos éventuels besoins. Beaucoup d'entre nous manquent de magnésium car nos aliments poussent sur des terres qui n'en comportent plus. Or, le magnésium a des propriétés calmantes. Prendre un bain au sel d'Epsom ou essayer le chlorure de magnésium ou une huile de magnésium topique, il est peut-être intéressant de vérifier aussi vos taux de vitamine D, B6 et C et de zinc et de faire contrôler votre thyroïde. Je pourrais continuer, mais le mieux est que vous vous adressiez à une personne qualifiée.